quelles actions explosent le SP500? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans la série Apprendre à investir, parce que vous savez que nous sommes là pour ça sur cette chaîne. On est là pour créer un écosystème avec des gens de plus en plus responsables et de plus en plus libres financièrement. Avant qu'on se lance dans cette vidéo, qui est une vidéo où on va parler de stock picking, c'est-à-dire de sélection d'actions individuelles, je vous redonne pour moi le cadre dans lequel je m'inscris. Je considère que la première chose que devrait faire la majorité d'entre vous, c'est d'augmenter votre revenu actif, c'est-à-dire augmenter le revenu que vous pouvez gagner grâce à votre travail, par exemple en créant un side business, par exemple en vendant des produits, par exemple en augmentant votre gamme de connaissances et de compétences. Et la première chose dans laquelle vous devriez investir, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour ma femme. Après vous faites évidemment ce que vous voulez, vous devez prendre des décisions souveraines, mais les ETF c'est quand même pas mal du tout, parce que ça vous permet d'investir sans vous prendre le chou. Vous investissez dans l'ensemble du marché. Historiquement, quand on investit dans le marché, on a un bon retour sur performance. Regardez, si je prends cet ETF du SP500, quand on regarde à court terme, eh bien c'est accidenté, mais dès qu'on commence à prendre un petit peu de recul, on se rend compte que c'est une courbe qui monte et qui a tendance à monter fortement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils pensent à l'investissement, vous disent que c'est risqué, et en fait c'est parce qu'ils confondent la volatilité à court terme avec le risque. Parce que quand vous dézoomez un petit peu, quand vous vous écartez de cette volatilité à court terme, vous réalisez que investir, c'est en fait beaucoup moins risqué que de garder de l'argent sur un compte en banque ou dans un livret A. Pourquoi? Parce que quand vous gardez votre argent sur un compte en banque ou sur un livret A, vous avez la certitude de perdre de l'argent parce que votre argent sera grignoté par l'inflation, alors que quand vous investissez dans un ETF, vous avez la quasi-certitude de gagner de l'argent en bourse sur le long terme et de battre largement l'inflation. Je vous donne quelques chiffres là-dessus parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur cette chaîne par le biais de la politique, mais parler de politique c'est pas mal, parce que si on est capable de changer la culture, peut-être qu'on pourra créer un terrain qui est plus propice aux créateurs de valeur. Je fais aussi ça parce que ça me rapporte de l'argent, et les revenus des vidéos YouTube, c'est qu'une toute petite partie de ce que je gagne grâce à cette chaîne YouTube. Mais si vous êtes venu ici en vous disant si on change de politique, ma vie va changer du tout au tout, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil, parce que la chose qui améliorera le plus certainement votre vie, c'est d'être plus responsable financièrement. Mais donc regardez, là on est sur la page d'un ETF du SP500, donc je vous rappelle ce qu'est un ETF du SP500. Investir dans un ETF du SP500, ça veut dire que vous obtenez une petite part des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc vous voyez les entreprises qui sont en tête de ce classement, c'est-à-dire que si vous achetez une part de l'ETF, eh ben vous investissez à hauteur de 7% dans Apple, de 6% dans Nvidia, Microsoft, etc., Amazon. Et pourquoi c'est intéressant d'investir dans les ETF? Parce que si vous avez une entreprise qui a des moins bonnes performances, elle sort de l'indice et elle est remplacée par une meilleure entreprise, vous n'avez absolument rien à faire, donc c'est assez intéressant. Et là vous voyez que la performance à 5 ans, en 5 ans, vous avez fait plus de 116%. Et raisonnez en termes de coût d'opportunité, hein. Si vous avez fait moins que ça au cours des 5 dernières années, vous avez perdu de l'argent. Donc même si vous avez l'impression d'avoir gagné un peu d'argent avec un livret A ou je sais pas quoi, en comparaison de cet acte tout simple qui consiste à mettre votre argent régulièrement dans un ETF du SP500, eh bien vous avez perdu de l'argent. Et donc c'est pour ça que je considère que les ETF c'est quand même une manière assez intelligente d'investir, d'autant plus que c'est hyper simple et ça vous permet de consacrer le gros de votre temps à ce qui compte, à savoir l'augmentation de vos revenus actifs. Ceci dit, moi vu que j'aime bien quand je me lance dans un domaine essayer d'améliorer mes performances, je fais aussi du stock picking, c'est-à-dire que outre ce portefeuille d'ETF que je vous montre sur cette chaîne, j'ai un portefeuille où je sélectionne les actions. C'est un portefeuille dont je documente la construction sur la page Patreon, et c'est-à-dire que si vous allez sur la page Patreon, vous allez avoir tout un tas de contenus exclusifs, des articles, des vidéos que je vous fais où je réponds à vos questions, et également des vidéos où je vous montre dans quoi j'investis pour construire ce portefeuille. L'objectif que je me suis fixé avec ce portefeuille, c'est de battre le SP500. Vous avez vu que là on éclate le SP500, on lui met 13% dans la vue quand même cette année, donc je pense que c'est pas mal du tout. Je bats également le Nasdaq, hein, si je mets comme benchmark, voilà, c'est ici le benchmark, je peux mettre le Nasdaq, et ce portefeuille bat également le Nasdaq, même si le Nasdaq a tendance à plus s'accrocher. Je dis pas que je serais capable de faire ça tout le temps,
mais en tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé. Sélectionner les meilleures entreprises, investir régulièrement dedans, surveiller ce portefeuille de façon active, en espérant que ce surplus de travail me donnera un très beau surplus de performance. Et c'est donc de ça qu'on va parler. Vous savez qu'on dit que c'est très difficile de battre le SP500 et pour cause, vous avez une performance annuelle qui est tout à fait intéressante, c'est ici quand on regarde, enfin voilà, c'est un indice qui est beaucoup plus souvent dans le vert que dans le rouge. Là vous avez la heatmap, c'est-à-dire mois par mois combien il a fait, 3% en janvier, 5% en février, 3% en mars, mois d'avril c'était moins bon, etc. Mais donc vous êtes sur un indice qui, quand vous regardez cette carte, la dominante est bien plus le vert que le rouge, c'est-à-dire que vous avez un indice qui vous rapporte régulièrement de l'argent. Mais donc si vous voulez espérer battre le marché et faire mieux que le marché, une manière de procéder, c'est de vous demander, mais au fait, dans cet indice du SP500, quelles sont les entreprises qui font mieux que la moyenne? Et j'ai créé un petit script Python qui va nous montrer précisément ça. Ce script, je vais vous le montrer et on va le lancer ensemble. Donc le script, le voici. J'avoue qu'il n'est pas hyper élégant parce que vous avez vu que j'ai mis la liste complète des actions du SP500 parce que j'ai fait ça vite fait et j'ai pas trouvé un site où je pouvais récupérer automatiquement tous les tickers du SP500 pour faire cette recherche. Donc vous voyez comment ça marche. Il passe par Yahoo Finance et ensuite il nous fait un graphique où il ajoute le SP500 comme référence et il récupère les performances annuelles des différentes entreprises du SP500 et il nous met tout ça sur un graphique où vous avez une ligne qui représente le SP500 et vous avez les entreprises qui ont battu le SP500. Donc on va lancer ce script pour voir ce que ça donne. Le script qu'on veut, c'est celui-là. On va le lancer, ça va mouliner un petit peu et puis ensuite ça va nous afficher le tableau. Voilà, il nous a sorti le tableau. C'est pas mal. Bon, c'est pas hyper joli comme graphique, mais en tout cas ça fait le travail. Donc on a la ligne qui représente le SP500 et on a 15 entreprises ici qui ont battu le SP500. Alors évidemment, je pourrais lui demander de chercher toutes les entreprises qui ont battu le SP500. Je trouve que c'est assez intéressant. On va s'intéresser aux entreprises qui ont le mieux fonctionné. Avant, je voudrais faire un truc, je voudrais quand même demander à ChatGPT de nous présenter l'ensemble des entreprises parce que je les connais pas toutes. Je vois Palantir, Nvidia, ça je suis pas certain. Netflix, Walmart, Kroger, je pense, Meta, Oracle, Tesla, General Electric et les autres, je les connais pas. Donc on voit que dans ce tableau, on a Palantir, analyse de données et intelligence artificielle, Nvidia, General Electric, Vernova. Ben je connaissais pas en fait. Je connais General Electric, mais j'ai l'impression que c'est donc la division énergie renouvelable de General Electric, Texas Pacific Land Corporation. Donc on est dans l'énergie. Donc ça c'est Broadcom AVGO. Donc je connaissais Broadcom, mais je connaissais pas le ticker. Donc on est dans les semi-conducteurs. Netflix, c'est pas mal. Hein. La perf de Netflix cette année, c'est quand même intéressant. Arista Network, Walmart, Kroger. C'est drôle qu'on ait des entreprises de consommation de base qui aient aussi bien fonctionné cette année. Meta, Oracle, Tesla, General Electric, American Express et Train Technology. On a quand même des performances incroyables hein, parce que faire 300% en un an, c'est quand même complètement fou. Et ce que je propose, c'est qu'on s'en regarde une ou deux pour avoir un petit peu une idée du profil de ce qu'est une bonne entreprise. Alors, si on regarde Netflix par exemple, est-ce que Netflix, on a des indicateurs du fait que c'est une bonne entreprise qui pourrait reproduire ce genre de performance? Ce qu'il faut regarder, moi ce que j'aime bien regarder, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires croissant et est-ce que le chiffre d'affaires croissant se traduit par une amélioration de la rentabilité? Donc on a effectivement une entreprise qui au début avait du chiffre d'affaires mais il ne restait pas grand chose du chiffre d'affaires dans les caisses de la boîte et on a une entreprise qui a continué à gagner des parts de marché. Donc les barres en noir, ça veut dire que l'entreprise gagne des parts de marché et ce que vous voyez ici, le résultat net, ça prouve que non seulement l'entreprise est capable d'augmenter ses parts de marché, mais dans le même temps, ça se traduit par plus d'argent dans les caisses de la boîte. Donc on voit qu'effectivement, le chiffre d'affaires a augmenté fortement. Est-ce qu'on dirait pas que ça stagne un petit peu, mais en tout cas, ça continue d'augmenter, donc ça veut dire que c'est assez positif. Et moi ce que j'aime bien regarder, c'est le bénéfice net par action, parce que là vous vous dites, pour chaque action Netflix que j'ai dans la poche, est-ce qu'il me reste à la fin toujours plus d'argent? Et effectivement le bénéfice net par action augmente fortement, donc je trouve ça plutôt rassurant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les marges. Ils ont changé leur site Zone Bourse, je trouvais ça beaucoup plus lisible avant. Où est-ce qu'ils nous mettent les marges? Finance, c'est peut-être dans les ratios financiers qu'ils mettent les marges. C'est là, donc on voit que les marges, ouais, c'est très impressionnant, des marges comme
comme ça, c'est hyper intéressant. Donc quand on voit ça, on se dit que Netflix est à sa place. Et j'aurais bien regardé Palantir aussi. Est-ce que Palantir, c'était un énorme coup de bol? Ou alors, est-ce qu'on peut s'attendre pour les années prochaines à avoir une entreprise qui continue à avoir autant de croissance? Donc on va regarder les mêmes choses. Est-ce que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en croissance? Et là, on est sur quelque chose que je trouve plus inquiétant, même si en fait elle est devenue rentable, cette entreprise, mais on avait une entreprise qui était plutôt dans le secteur de la tech non rentable. C'est-à-dire, on a effectivement une entreprise qui gagne des parts de marché, mais ça lui coûte cher et à la fin, il y a pas grand-chose dans les caisses. Donc on a effectivement, oui, on a eu un chiffre d'affaires qui a fortement augmenté, mais si on regarde le bénéfice net par action, bah, vous voyez, ça veut dire que quand vous avez une action Palantir, bah, année après année, dans votre poche, vous avez toujours moins d'argent, donc c'est pas hyper rassurant. C'est repassé en positif, donc voilà. Moi, j'investis pas dans ce genre de boîte, hein. Je comprends que certaines personnes investissent plutôt dans ce genre d'entreprise. Moi, les entreprises qui m'intéressent, c'est des boîtes qui sont déjà hyper rentables. Les entreprises qui me rassurent, bah, ça va être des machines à cash du type Microsoft, du type Mastercard, mais également, je trouve que Nvidia commence à avoir cette position d'une entreprise qui est une véritable machine à cash. Alors évidemment, une fois qu'on a été capable d'identifier les entreprises qui ont surperformé le SP500, c'est aussi intéressant de voir quelles sont les pires entreprises du SP500, quelles sont les entreprises qui ont fait beaucoup moins bien que le SP500, et également se demander, bah tiens, en regardant leurs finances, à quoi ça ressemble une entreprise qui se casse la figure. C'est ce script-là, donc on va le choper, et bah, j'espère que ça va marcher. Ouais, apparemment ça mouline, donc ça devrait marcher aussi. Voilà ce que ça nous donne. Alors, quels sont les mauvais élèves? Donc vous voyez qu'on a ici la ligne du SP500. Donc le SP500 qui a fait plus de 30% cette année. On a des gros noms quand même, hein. Parce que là je reconnais Intel, je reconnais Nike, et je pense que ça c'est Adobe, UPS, Airbnb. Je vois AMD, c'est marrant que AMD ait sous-performé. On va demander à ChatGPT de nous expliquer quelles sont ces différentes entreprises. Elevance Health, je ne connais pas. Prologis, ça me dit quelque chose, immobilier, logistique, mais Monde de l'Est, c'est des chocolats ça. Zoetis, santé, d'accord. Coconut Philippe, ok. Ça m'a toujours fait marrer ce nom, je l'ai jamais pris au sérieux, c'est pour ça que j'ai jamais investi là-dedans. Je trouvais que le nom faisait pas assez sérieux. D'accord. Donc ça nous montre cette liste. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, je trouve, quand on a la liste des entreprises du SP500 qui ont le moins bien performé, c'est de se demander, mais est-ce que c'est un couteau qui tombe et donc il faut absolument s'éloigner de ça, ou au contraire, est-ce qu'on a une bonne boîte qui aura un retour à la normale et donc qui pourrait bien performer à l'avenir? Pour moi, Intel, c'est un cas limite, hein, parce que moi j'ai vraiment tendance à le voir comme un couteau qui tombe. Par contre, Adobe, ça pourrait être plus intéressant, mais c'est pareil en fait, le problème que j'ai avec Adobe, c'est que je me dis qu'il y a tout un tas de choses comme ça qui avant étaient des petits services qu'on pouvait vous vendre, qui vont dégager avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'au bout d'un moment, on pourra faire tellement de trucs avec ChatGPT. Enfin, regardez, ChatGPT, je lui demande de me donner les noms des différentes entreprises, il me fait la liste, ensuite il me fait un tableau, et je peux lui demander de m'exporter ça sous la forme d'un tableur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant en payant des services qui pourraient être faites via l'IA. Les boîtes qui vous offrent des services qui relèvent un peu de la bureautique, je me méfierais quand même un petit peu. Ok, alors on va s'en regarder une. On va regarder laquelle m'intéresse. Je regarderai bien Intel pour voir quelle tête ça a, cette entreprise. Est-ce que ça a l'air d'être un enfer sans fin, ou ah ouais, quand même, elle est à 20. Moi j'ai vendu Intel, je pense qu'elle devait être à 45. En fait, moi ça me plaît pas les histoires de retournement de boîte, vous savez, le truc du type l'entreprise va changer sa culture, l'entreprise va être capable de se réinventer. Je préfère avoir mon argent dans des entreprises qui marchent bien. Ah ouais, regardez, c'est pas joli du tout, hein. On avait une entreprise qui était pas trop mal, et là elle perd des parts de marché. C'est très grave ça, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous voyez que c'est une entreprise qui est quand même vachement partie pour souffrir encore un moment, et vous avez des entreprises qui ne se remettent jamais, hein. C'est toujours bien de dézoomer, parce que quand vous regardez quelles sont les 10 meilleures entreprises du SP500 aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les 10 meilleures entreprises du SP500 il y a 10 ans, donc il faut être hyper vigilant. Donc quand on voit ça, ça donne pas du tout envie d'investir, ça donne pas envie de parier quoi que ce soit. On a encore des belles marges, hein, mais des marges qui
qui s'effondre comme ça, je trouve ça très inquiétant. Donc moi je resterai quand même à l'écart d'Intel. Attendez, il y a quoi comme entreprise qui pourrait être intéressante pour jouer un retournement? Adobe là qui a fait moins 30 cette année, à quoi ça ressemble cette boîte? Voilà, c'est quand même plus joli. Une entreprise comme Adobe qui est dans les entreprises qui ont le moins bien performé du SP500, ça me semble un poil plus intéressant. On a un chiffre d'affaires qui est en forte croissance, bénéfice net par action pareil qui est en forte croissance. À quoi ça ressemble du côté des marges? Et on a des marges qui sont magnifiques et qui se maintiennent, donc je creuserai un petit peu Adobe. Il faudrait que je regarde pourquoi elle s'est cassée la figure, et il faudrait que je regarde si cette boîte a un moat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'elle va être capable de conserver son business model, ou alors est-ce qu'on a des craintes que les consommateurs fuient parce qu'elle a un écosystème qui apporte finalement pas beaucoup de valeur par rapport à d'autres entreprises. En tout cas, je pense que ça vaut la peine d'investiguer un petit peu tout ça. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur ces histoires, je vous conseille de rejoindre la page Patreon. Je vous partage régulièrement du contenu d'analyse, des documents qui vous permettent de mieux comprendre les finances des entreprises. Et puis quand je crée des scripts qui permettent comme ça de traiter les données, je les partage également avec vous, avec mes commentaires. Mais je trouve qu'à l'époque des bilans, ça vaut la peine de se poser cette question. Quelles sont les entreprises qui ont surperformé le SP500? Quand on creuse dans le détail de ces entreprises, est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent d'identifier ce qu'est une bonne boîte? Et pareil pour les entreprises qui ont sous-performé, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de nous mettre sur la voie de ces mauvaises performances? Je pense que c'est un exercice très intéressant à faire, et moi je vais continuer à développer mes compétences dans la programmation pour avoir une batterie de scripts qui me permettent de récolter des données qui m'aideront et qui vous aideront à faire de meilleurs choix en matière financière. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.